Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons encore des personnes qui arrivent, mais je pense qu'on peut commencer. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec ce premier webinaire organisé dans le cadre d'une série qui est organisée en conjointement par l'Agence de développement du digital et l'ambassade des États-Unis au Maroc, que nous remercions chaleureusement pour son engagement dans la promotion de l'entrepreneuriat digital. Et en fait, cette série de webinaires a pour l'objectif d'accompagner les entreprises et les entrepreneurs dans leur transformation digitale. Aujourd'hui, nous allons débuter avec un sujet clé qui est les fondements stratégiques pour les PME digitales. Donc, c'est une session essentielle pour tous et surtout tous ceux qui souhaitent lancer leur projet et structurer leur entreprise avec une stratégie assez solide. Je me présente, je suis Sana Elkhel, je suis chef de service digital PME à l'agence de développement du digital et je suis ravie d'être votre hôte pour cette session. Excusez ma voix un peu malade. Euh, mais bon. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir avec nous Dr. Jeffrey Capen, qui est partenaire et consultant chez Batten Global et aussi professeur à l'université Drake. Dr. Capen est un expert reconnu en stratégie et en développement international et il nous fera bénéficier de son expérience pour mieux comprendre et comment bâtir une entreprise digitale sur vraiment des bases solides. Dr. Keppen, thank you very much for you being with us today, and thank you for taking the time to share with your with you your expertise. We are really looking forward to learning from you and making, of course, the most of this opportunity. Et avant de vous donner la parole, voilà quelques règles juste pour assurer le bon déroulement de cette session. Merci de garder votre audio en mode silencieux si possible. Et vous pouvez poser vos questions dans la section dédiée, dans la partie Q&R. On tâchera à bien sûr répondre à ces questions vers la fin de la session. Et cette session, elle est enregistrée et sera publiée sur les réseaux sociaux de l'ADD et aussi sur le site Muqawala Rqmiya. Et sans plus tarder, Dr. Capen, the floor is yours. Thank you very much, Sana. All right, let's get this up. OK, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre atelier d'aujourd'hui. Donc, comme vous savez déjà, je suis Jeff Capen, conseiller et professeur. Avant de commencer, d'abord, j'aimerais bien remercier le ADD et l'ambassade des États-Unis pour m'inviter, de m'avoir invité pour participer dans ces ateliers. L'avantage de faire une série de 3 est que s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre aujourd'hui ou sur lesquelles je veux réfléchir, on aura le temps pour y penser avant jeudi prochain. Donc, je vais essayer de tout animer en français, mais bien sûr, j'accepterai des questions en anglais ou en espagnol si vous préférez. Et donc, ce que je pense faire principalement, c'est aujourd'hui, on va traiter les fondements stratégiques pour une entreprise. Et j'ai dit à Sana, avant de commencer l'appel, que je vais essayer de donner des conseils divers parce que je sais que nous avons sur l'appel des professionnels qui ont déjà une entreprise, des entrepreneurs qui pensent démarrer un projet, des professeurs, des étudiants. Et donc, je vais essayer de donner des conseils à tous qui peut être utile pour tout le monde pendant l'heure plus ou moins que je vais parler. Et comme elle a dit, à la fin, je vais voir les questions que vous me posez dans le chat. Et puis, on verra jusqu'à la fin qu'on arrive. Donc, je vais prendre quelques minutes, peut-être 2, simplement pour me présenter et dire où je suis et d'où je viens. Donc, après cette introduction, on va toucher les fondements stratégiques. Quelques définitions que j'aimerais qu'on partage, un cadre stratégique que vous pouvez utiliser si vous avez déjà une entreprise ou si vous pensez en monter une,
Des outils, 3 au moins, qui sont utiles pour tout le monde. Donc, on va parler de la matrice d'affaires, un livre qui s'appelle Jouer pour gagner et l'utilisation d'un tableau de bord équilibré. Donc, j'ai ces 3 outils pour vous aujourd'hui. Et après, nous avons encore 2 webinaires. La semaine prochaine, on va aborder un peu plus profond les fondamentaux du marketing numérique. Et la dernière, à l'université, nous avons un centre de recherche en intelligence artificielle. Et donc, le dernier webinaire, on va parler des tendances commerciales à cette nouvelle ère qui commence et on voit beaucoup de changements dans le futur, l'avenir du travail et ce qu'on attend dans le marché dans les prochaines années. Donc, c'est ça que nous avons pour vous. Donc, pour commencer, tout simplement, où je suis, comme vous savez, je suis un partenaire dans un cabinet de conseil. Nous avons déjà 10 ans d'activité. On spécialise en stratégie et leadership et en même temps, je suis professeur universitaire. J'enseigne des cours de gestion de l'entrepreneuriat et commerce international. J'anime également des cours de leadership pour des cadres et des nouveaux managers. Donc, j'ai un peu d'expérience partout. Il y a 15 ans, plus ou moins, j'avais un PME digital. On importait des minéraux et des bijoux du Brésil pour les vendre sur le marché Internet aux États-Unis. Donc, j'ai un peu d'expérience en tout ce qui concerne les logistiques de faire ce type de projet. On compte à où je suis simplement pour vous dire, parce que parfois quand on voyage hors des États-Unis et on n'est pas de New York, les personnes ne savent trop où on est. Donc, en ce moment, j'habite à la ville de Des Moines, dans l'État d'Iowa. Vous pouvez le voir ici, c'est le petit cours à gauche. Je suis né à Milwaukee, c'est le petit cœur à droite. Iowa est un État agricole avec des sols très productifs et nous sommes un producteur important de maïs, de soya et de viande principalement. La ville de Des Moines est un centre national d'entreprises d'assurance à cause des lois locales qui favorisent et privilègent ce genre d'activité. Et donc, lorsqu'on parle de l'économie, etc., j'ai plein d'expérience en services financiers, assurance, la partie agricole, parce que c'est plutôt les bases économiques de l'État où je me suis en ce moment. Donc, lorsqu'on parle des industries, là, j'ai plein de choses à dire et je connais ce qui se passe en ce moment dans ces secteurs de l'économie. Donc, allons commencer le contenu de stratégie, les fondements de la gestion stratégique. Donc, d'abord, j'aimerais que nous partagions au moins une, sinon 3 définitions de ce qu'on veut dire lorsqu'on dit la stratégie. Parfois, parmi les étudiants, je trouve que quand je dis stratégie, ils pensent à marketing, c'est la communication. Mais je veux que nous avons une définition un peu plus approfondie de ce que la stratégie peut faire pour une entreprise. Donc, vous avez sur l'écran les 3 définitions les plus communes dans les livres qu'on utilise à l'université. D'abord, un plan, une méthode ou une série d'actions conçues pour atteindre ce que l'organisation aspire à devenir. Et j'aimerais bien devenir, qu'on garde ce mot dans la mémoire. La stratégie est un plan global des déploiements des ressources afin de réaliser la mission de l'organisation. La mission, je veux bien, toute organisation doit réaliser sa mission. Et la 3e définition que nous avons, que, en effet, c'est un cadre qu'on utilise pour la prise de décision. À la fin, une stratégie est utile si elle permet que tout le monde comprend les décisions, le succès et où on doit déployer les ressources. C'est ça, à la fin de journée, qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est explorer ce qu'il faut faire avant d'écrire la stratégie et les outils pour le formuler après, parce que c'est l'essentiel de ce que je veux faire aujourd'hui.
Donc, dans le cabinet, nous avons une recette qu'on utilise avec tous les clients pour avoir une stratégie réussie. Et ça s'applique à presque toutes les organisations, y compris les PME digitales. Et donc, ce que je vais dire, c'est utile pour le PME, mais vraiment n'importe quelle organisation, on utilise le même cadre à l'université. Donc, nous avons des options d'application de ces idées à travers de notre travail, nos travaux. Donc, d'abord, se connaître. Comment est-ce qu'on peut faire une évaluation objective de nos ressources et capacités? Si vous avez déjà une entreprise, c'est quelque chose, je dirais, que vous devez faire au moins une fois par an. Si vous pensez monter une entreprise en ce moment, c'est bon de penser nos capacités qu'il vous faudra dans un an, dans 2 ans, pour se préparer. On doit aussi connaître l'ennemi, c'est-à-dire l'environnement, le marché dans lequel on va travailler. Je vais noter que se connaître et connaître l'ennemi, c'est la sagesse du monde ancien. Ce n'est pas des nouvelles idées. Voir grand, donc il faut avoir des objectifs ambitieux. Et puis, à la fin, il faut travailler dur. Et je suis sûr que vous faites ça déjà. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais on sait que la vie de l'entrepreneur, parfois, ce n'est pas facile. Il faut un peu de passion, il faut un peu de persévérance. Il y a toujours un défi qu'on n'attend pas. Et donc, si on a les trois choses préparées, on se connaît, on connaît le marché, on a le projet et la vision qu'on veut réaliser, bon, le travail dur, c'est un peu plus facile d'un jour à l'autre. Donc, je vais commencer avec le premier point de se connaître. Et je crois que c'était Socrate qui a dit connais-toi toi-même. Et donc, c'est un peu l'esprit qu'on va utiliser pour penser dans l'organisation, soit au début, soit si ça existe déjà. Donc, pour se connaître, on voit de plus en plus que les employés aiment avoir un but auquel ils vont travailler. Donc, on va commencer toutes les stratégies, on commence avec la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. La vision est tournée vers l'avenir, c'est-à-dire si vous êtes en train de monter une entreprise, c'est bon de savoir d'ici 5 ans, si je réussis, comment le Maroc est différent. Quel sera l'avenir que nous allons créer? Quels sont les impacts, les changements qu'on veut accomplir? Donc, et c'est toujours à l'avenir. Si un monde parfait qu'on veut faire, la mission représente les actions concrètes de l'organisation, ce qu'on fait ce moment pour atteindre nos objectifs cette année et pour réaliser la vision que nous avons pour le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, qui on sert, comment les servons-nous. Ça explique à tout le monde pourquoi l'organisation existe. Et les valeurs sont les principes fondamentaux qui orientent les actions de l'organisation. Parfois, quand je travaille avec les entrepreneurs ou les dons des PME, ils me disent, ouais, c'est bon, ouais, on comprend qu'on doit avoir une mission, c'est joli, et ils ne cultivent pas, ils ne réfléchissent pas trop, ils n'investissent pas trop de temps là-dedans. Et puis, s'ils réussissent, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils voient qu'ils ont des problèmes culturels, c'est-à-dire ils n'ont pas pris soin de cette partie qui semble peut-être moins pratique des opérations quotidiennes, mais à la fin sont très importants pour le succès à long terme. Donc, avec tous les clients, n'importe quel secteur de l'économie, n'importe quelle taille, on commence toujours avec une réflexion sur la vision, la mission et les valeurs. Et donc, si vous êtes en train de commencer en PME digital, je vous conseille de prendre une demi-heure et penser pourquoi on veut faire ça. Bon, tout le monde veut gagner de l'argent, c'est clair. Mais
lorsqu'on pense du développement du Maroc, de la société, de vos voisins, de vos familles, pourquoi? Ça aide les gens qui peut-être vont travailler pour vous un jour, de savoir pourquoi ils veulent travailler avec vous, de s'aligner à la mission et de se comporter mieux en fait parce que les valeurs sont partagées entre tout le monde de l'équipe. Donc, c'est un point fondamental pour tout, c'est d'avoir les propositions de valeur et savoir dès le début d'écrire une stratégie le pourquoi qu'on l'a fait. Aussi, lorsqu'on pense à la valeur, c'est très utile de pouvoir dire dans une seule phrase ce que vous faites et pourquoi. Quand je travaille avec les entrepreneurs, parfois ils ont une direction. Je veux travailler dans le secteur digital. Je veux vendre par Internet. Je veux avoir un service de tel médecin. Superbe. Mais pour écrire la stratégie, c'est très utile d'avoir une phrase très simple que tout le monde comprend de ce que vous faites et quelle est la valeur que vous allez agréger à vos clients. Donc, vous avez deux exemples sur l'écran en ce moment de deux livres différents qui nous donnent des formules pour écrire ce genre de propositions. Donc, le premier exemple, pour les PME qui ont du mal à obtenir les paiements, notre logiciel suit les arrières et envoie les rappels automatisés afin qu'ils puissent se concentrer sur le travail. Donc, le problème est bien identifié, c'est-à-dire les PME ils ont leur travail à faire, donc ils n'ont pas le temps à obtenir les paiements qui sont en retard. Donc, le logiciel va leur aider. Le deuxième exemple, nous aidons qui à faire quoi en faisant comment? Nous aidons les PME à gérer leurs affaires financières grâce à l'automatisation des logiciels. C'est la même chose, deux formulaires différents, mais si vous pensez aussi, pour les étudiantes qui écoutent, si vous êtes en train d'écrire un projet, c'est tout simple. Parfois, c'est un peu plus difficile qu'on pense que ça doit être. Deux, simplement écrire une phrase au début. C'est ça que je veux faire. Et puis le reste, les détails tombent en position après. Donc, lorsqu'on pense à l'organisation, nous avons notre vision, une mission. On a défini comment on va créer valeur. Donc maintenant, il faut organiser. Lorsqu'on voit aux bases ce que les organisations font, chaque organisation a des ressources et des capacités qui sont organisées afin d'offrir de la valeur à leurs clients et capturer la valeur par l'entreprise, c'est-à-dire l'argent normalement. Donc, c'est un autre pas que vous devez prendre pour savoir, bon, avant de faire toute la stratégie, quelles sont les ressources qu'on possède? Quelles sont nos capacités? Est-ce qu'on a une structure et culture qui soutiennent la stratégie qu'on veut réaliser? Et dans cette stratégie, lorsqu'on pense aux opérations de l'organisation, qu'est-ce qu'on va offrir aux clients et comment on va capturer comment dire, les profits et aussi établir et maintenir une relation avec le consommateur. Donc, ça, c'est tout le modèle de n'importe quelle entreprise. Si c'est petit, c'est grand, digital, traditionnel, il faut être conscient de ce moment-là. Donc, si vous travaillez déjà quelque part, je vous invite, on ne va pas prendre le temps parce qu'on ne l'a pas sur un webinaire, mais il vaut la peine au moins une fois, deux fois par an avec votre équipe, au moins les leaders, sinon toute l'équipe. Si c'est un PME, parfois, par exemple, en décembre, j'ai fait un projet avec un PME digital qui vend des produits fabriqués en Chine aux fermiers aux États-Unis. Ils ont une équipe d'une vingtaine de personnes et donc on a pris une heure tous ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait bien, où est-ce qu'on peut améliorer, quelles sont nos compétences les plus fortes et où sont les problèmes ou les faiblesses qu'on doit
où est-ce qu'on doit apprendre pour qu'on puisse réaliser la stratégie qu'on a formulée au début de l'année. Donc, c'est toujours, il faut réflexionner et parfois on oublie. Honnêtement, nous, au cabinet, parfois on oublie d'arrêter de temps en temps et penser à ce qu'on fait et ce qu'on veut faire. Et pour nous, c'est un peu ironique. On passe toute la journée en aidant les autres à faire ce qu'on oublie faire pour nous-mêmes. Mais il y a beaucoup de leaders qui disent la clé du succès, c'est d'arrêter de temps en temps et penser à ce genre de questions et ce qu'on doit faire. Lorsqu'on a catalogué et on a un sommaire de ces ressources et capacités, donc en ce moment, on peut évaluer si ces ressources et capacités sont importantes. Est-ce que ce sont des forces clés pour ce qu'on veut faire ou est-ce que ce sont des forces superflues qui ne nous donnent pas avantage dans le marché? Mais on veut toujours apprendre. Et quelles sont les faiblesses qu'on doit adresser dans quelques instants pendant l'année et où sont les menaces? Donc, cette réflexion, chacun, lorsqu'on fait le plan de business pour l'année prochaine, on s'arrête pour faire ce genre d'évaluation. Et normalement, à la fin, on arrive à un exercice qu'on appelle démarrer, arrêter, continuer. Donc, et moi aussi, dans le cabinet, on le fait pour nous-mêmes comme personne, pas seulement professionnel, mais comme un être humain. Bon, c'est janvier. Si je pense à l'année dernière, quelles sont les choses que je dois arrêter de faire parce que j'en profite pas? Quelles sont les choses que je dois continuer à faire parce que vraiment j'aime bien et ça fait du bien je m'amuse, etc. Et quelles sont les choses que je dois commencer à faire ou explorer ou construire pour que la croissance soit continue et on ne s'arrête jamais à apprendre ce qu'il faut faire pour le temps. Donc, la première partie de notre recette, c'est de se connaître et on doit réflexionner sur où on est fort, où on est faible et décider quelles sont les activités à démarrer, arrêter ou continuer comme partie de la formulation de la stratégie ou sa réalisation après. Et donc, ça, c'est la première partie de la recette. La deuxième partie de notre recette de stratégie, de savoir des autres, l'intelligence concurrentielle et pour voir le marché et comment le faire. Donc, pour les PME dans l'espace digital, ici, c'est où on peut travailler sur les détails pour savoir ce qu'on doit faire. Donc, je vais présenter deux types d'analyses qu'on fait normalement. D'abord, sur le grand marché de l'environnement qui s'appelle Pestel. Et deuxième, au niveau de l'industrie, les 5 Forster Porter, qui était professeur à l'Université Harvard il y a 40 ans, plus ou moins. Avec ces deux, on peut bien comprendre ce qui se passe dans le monde entier, c'est-à-dire en général, et aussi dans le secteur dans lequel vous pensez travailler, pour savoir où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il y a des options de disruption, où est-ce qu'on peut innover un peu plus vite que la concurrence. Et donc, on va prendre quelques instants pour voir ces outils et comment ça s'applique à l'espace digital. Donc, toutes les organisations, donc, nous avons Pestel au marché et Porter de l'industrie, comme j'ai dit. Et donc, lorsqu'on... vous m'entendez pas très bien, c'est ça que je vois dans le chat? Vous pouvez approcher un peu le micro pour voir si c'est un peu mieux. Donc, les environnements de l'entreprise, n'importe quelle organisation travaille dans un contexte économique, technologique, politique, le monde naturel qui est de plus en plus important, la culture et la société, et puis le système légal. On doit penser à tout ça au moment de formuler la stratégie pour voir où sont les opportunités et où sont les risques.
Et au niveau de l'industrie qui est dans le cercle, nous avons les fournisseurs, les concurrents, les clients, la rivalité et le dynamisme de n'importe quel secteur de l'économie. Donc, tout ça, il faut adresser aussi dans la formulation de stratégie. Donc, moi, je vais commencer d'abord par l'analyse Pestel, qui est le marché général. Et là, si on avait un peu plus de temps, on pourrait faire toute cette analyse pour le Maroc en général, de ce qui se passe au monde commercial dans le pays et ce qu'il faut faire, où sont les opportunités qu'on voit à cause de ces différents facteurs dans l'analyse stratégique. Donc, je vais commencer d'abord avec la politique, qui est un peu différente dans tous les pays, mais on voit aussi les tendances et les influences de l'étranger qui arrivent à tout le monde. Donc, si vous êtes en train de faire cette analyse, d'abord, on commence avec les facteurs qui sont importants, dont la régulation politique fiscale, la bureaucratie, est-ce qu'il est facile de monter une entreprise ou pas? L'instabilité, ce que nous passons en ce moment aux États-Unis, chaque jour, on ne sait pas exactement ce qui va se passer et donc ça inquiète aux entrepreneurs un peu. La corruption comme un facteur. Et puis, il faut penser à vos projets. Quels sont les facteurs les plus importants? Qu'est-ce qui va changer dans les 5 prochaines années? Où sont les opportunités? Par exemple, pour un PME digital, est-ce qu'il y aura des subventions, des investissements publics? Ou est-ce qu'il y aura des lois de cybersécurité qui seront importantes, qui vont faire plus difficile réaliser le projet? Lorsqu'on pense à ce qui se passe dans les dernières 5 années, on peut regarder par exemple l'exemple de NVIDIA, qui a profité des profonds investissements publics dans l'intelligence artificielle pour accélérer la croissance de l'entreprise et développer des applications de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un exemple de la partie politique. Nous avons aussi le deuxième facteur, c'est l'économie. Et ça, pour beaucoup de monde, c'est le plus clair. Parce qu'on pense aux conditions du marché, de la monnaie, l'inflation, le pouvoir d'achat, le chômage. Pour tous les secteurs de business, c'est le plus évident qu'on doit penser sur ces facteurs et voir où il y a des opportunités. Si on pense à l'espace digital, nous avons toutes ces compagnies, comme nous sommes maintenant sur Teams, on pouvait utiliser Zoom, on pourrait utiliser WebEx. Ce sont des concurrents qui a pu tirer une partie du travail et faciliter ce genre de conversation où nous sommes sur continents différents, mais on peut collaborer ensemble. Et maintenant même, on parlait avant l'appel qu'on a reçu beaucoup de neige aux États-Unis hier et tous les enfants étaient sur ces plateformes pour avoir la classe. Donc, on voit la technologie et l'espace digital que ça nous donne des outils pour les moments où la vie est peut-être un peu plus difficile. Et par exemple, lorsqu'on pense de le pouvoir d'achat, je vous ai dit que j'avais une entreprise avant qui vendait des produits de luxe sur l'Internet. Lorsque la récession de 2008 a commencé, on a dû fermer l'entreprise en fait, parce qu'il n'y avait plus de marché pour les produits de luxe importés. Donc, on voit très clairement l'influence économique sur toutes les organisations. Le troisième qui est pour moi un des facteurs les plus intéressants, c'est la partie de la société et la culture, c'est-à-dire la démographie, la différence des générations, les langues, les religions. Maintenant, c'est très à la mode aux États-Unis de parler beaucoup de la santé et la mode de vie et combien d'hommes restent. C'est une conversation très
courant en ce moment au pays. Et on voit, lorsqu'on parle de l'avenir du travail, est-ce qu'on va pouvoir travailler à la maison? Après la pandémie, on pensait, oui, tout le monde, si tu veux, tu peux travailler chez toi. Maintenant, déjà 2 ans après, notre gouvernement fédéral et presque toutes les grandes entreprises, les grandes sociétés veulent que tout le monde revienne au bureau. Et donc, c'est un peu un choc entre les générations. Nous avons fait un peu de recherche dans notre région métropolitaine. Je crois qu'on a parlé, c'était un type de sondage digital pour 20 000 personnes. Et on voyait que les employés qui avaient une vingtaine d'années ou qui avaient un âge de 60 ans, ils voulaient travailler au bureau. Et tout le monde de 30 à 55 ne voulait pas. Donc, on voit des différences entre les générations et ces différences socioculturelles nous donnent des opportunités dans l'espace digital de voir comment fournir des services et des produits par les canaux différents pour satisfaire les désirs des clients, en fait. On voit aussi, je vous ai dit que notre ville est un centre national d'entreprises d'assurance. On voit par exemple nos immigrés qui viennent des régions latino-américaines, parfois africaines, lorsqu'ils travaillent avec les assurances aux États-Unis, ils ne veulent pas parler de la mort. Et donc, les sociétés ici ne comprennent pas pourquoi les clients ne veulent pas acheter des policies d'assurance de vie, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir la conversation. Et donc, on a dû travailler un peu à travers de ces barrières culturelles. Et donc, l'espace digital, l'Internet, la communication numérique nous donne des outils pour traiter ces différences selon la préférence du consommateur, en fait. Comme on parle de PME digital, bien sûr, la technologie est très importante. Et le troisième atelier de cette série, on va parler que de ce facteur, principalement l'intelligence artificielle et aussi les nouvelles technologies qui vont changer le monde du commerce, je crois. Mais vous voyez que lorsqu'on pense à la technologie, entre les recherches, l'optimisation, l'innovation, en ce moment, c'est tellement accéléré qu'un étudiant m'a dit la semaine dernière, bon, professeur, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est la vérité, mais d'ici une semaine, c'est déjà un mensonge parce que ça change tellement vite. Vraiment, c'est un temps intéressant de travailler dans le monde digital. Mais aussi, c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit penser tout le temps à ce qui se passe et quel sera le prochain. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, lorsqu'une société chinoise a créé un nouveau système d'intelligence artificielle qui est beaucoup moins cher que les modèles de langage que nous avons aux États-Unis. Et sur la bourse américaine, quelques compagnies ont perdu des milliards de dollars. Bon, ça a duré 2 jours et puis la bourse a récupéré un peu, mais quand même, on voit que ça va changer vite et sans arrêt, je crois, dans les prochains ans. Le système juridique, on voit en ce moment que, au moins aux États-Unis, la réglementation diminue. Ça donne des opportunités, mais il y a aussi un peu de peur de la corruption. Mais on doit toujours penser en ce moment à cybersécurité dans l'espace digital, les données privées, ce qu'on doit faire pour les protéger. C'est vraiment une histoire qui, en fait, c'est dangereux pour presque tout le monde. Donc, santé, sécurité, ce sont des points importants en ce moment si vous montez en cabinet dans le PME digital. Et dernièrement, l'écologie, c'est-à-dire en ce moment, on doit aussi penser aux conditions météorologiques. Donc, aux États-Unis, on a eu les feux à Los Angeles il y a 3, 4 semaines qui ont détruit des milliards de dollars de propriétés.
En ce moment, il fait -20 où j'habite. Donc, on voit tout ça, et la pollution, et tous ces désastres qu'on doit penser à quoi faire. Et on voit des PME digitales. Par exemple, j'ai un ami qui travaille dans un PME à San Francisco. Ils sont en train de développer un système technologique pour détecter les feux tout de suite, parce que c'est un grand problème dans l'ouest de notre pays. Et donc, on voit tout ça. En sommaire, lorsqu'on pense au monde et au marché général, voir ces facteurs de l'analyse, je voulais être ici, voir ces facteurs de l'analyse Pestel nous permet de comprendre le monde dans lequel on va travailler, soit pour voir où sont les opportunités les plus importantes, soit où sont les risques qu'on doit voir dans la stratégie, comment on va les traiter pour éviter que ça nous cause des dommages à l'avenir. Le deuxième outil, c'est le modèle des 5 forces. Et ça, je pense que c'était de l'année 85, quelque chose comme ça, que Porter a publié son livre sur les rivalités industrielles. Et donc, il nous dit toujours qu'il faut regarder les activités des concurrents et ce qui se passe dans notre industrie pour voir les opportunités, soit de dominer une partie de cette industrie, soit les trous où on peut entrer pour causer la disruption. Et donc, pour faire ce genre d'analyse, il faut voir quel est le risque des nouveaux entrants. Est-ce qu'il y a des grandes barrières d'entrée? Est-ce qu'il est difficile d'atteindre des économies d'échelle? Est-ce qu'il faut avoir des connexions politiques pour réussir? Ça, c'est la partie en haut. Pouvoir des clients. Est-ce qu'il peut changer de fournisseur sans problème? Est-ce qu'il y a des flexibilités de prix? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres produits qu'ils peuvent utiliser? Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de votre produit. Et le nombre de concurrents et sa diversité et quels sont ses pouvoirs relatifs. Donc, si on voit les questions les plus importantes de ce modèle, c'est la menace, ce sont les menaces à la rentabilité, c'est-à-dire la taille des concurrents, quel est leur pouvoir, est-ce qu'il y a croissance lente ou rapide dans l'industrie et comment ça va changer. Donc, on voit lorsqu'on fait la stratégie, c'est toujours une balance entre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui va se produire d'ici 5 ans. Parce que c'est important de voir qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment à cause des concurrents et qu'est-ce qu'on doit faire d'ici 5 ans pour gagner. C'est plus ou moins la mentalité qu'il faut avoir. Les nouveaux participants, je dis toujours, lorsqu'on fait des séminaires avec une entreprise, je pose toujours la question, où est-ce qu'il y a un gamin dans un garage quelque part qui va inventer quelque chose qui va dominer l'industrie d'ici 5 ans? Où est-ce qu'il y a un PME digital au Maroc, en Chine, en France, au Brésil, qui va pouvoir le faire mieux qu'on fait aujourd'hui? Il va arriver sur le marché. Ce sont des genres de questions stratégiques qu'il faut garder toujours courant. Nous avons les pressions des substituts. Parfois, on pense non, il n'y a pas de problème, il y a peu de concurrents, notre produit à 50% du marché, on est bien. Et puis, il y a quelque chose qui arrive sur le marché qui est un substitut, qui est moins cher. Et puis, on perd parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Un de mes partenaires au cabinet travaillait dans une entreprise à Londres il y a 25 ans. C'était un groupe d'entreprises finnoises et suédoises dans l'espace de téléphone mobile. Ils avaient 90% du marché et aujourd'hui, ça n'existe pas parce que jamais, ils se sont préparés pour l'arrivée de Samsung et Apple, tout simplement.
Maintenant, le marché de téléphone mobile, c'est plutôt ces deux groupes. Et donc, ces entreprises scandinaves ont tout perdu parce qu'ils n'étaient pas préparés pour ce qui venait. Et dernier, le pouvoir des fournisseurs et acheteurs. Donc, lorsqu'on pense à la chaîne de valeur, où on est dans cette chaîne et le pouvoir que nous avons entre les fournisseurs des ressources primaires et le pouvoir d'acheteur. C'est aussi important. Je dirais une dernière fois, avant de voir les outils et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces analyses à la fin, que ça peut être très utile de travailler avec les scénarios. Principalement si vous avez déjà une entreprise et vous êtes en train de penser à ce que vous voulez faire pendant les prochains 5 ans, par exemple, de formuler des différents futurs possibles. Et puis travailler là-dessus pour décider ce qu'il faut faire. C'est utile pour mettre la priorité sur les projets que vous pensez faire, en fait. Je crois que le plus fameux dans cet espace, c'est Shell, l'entreprise pétrolière. Tous les ans, ils publient un livre des scénarios sur lesquels ils ont travaillé. Donc, ça fait, cette image, je crois que ça fait 5 ans déjà, qu'ils ont dit, on ne sait pas si on va perdre confiance dans la mondialisation, si les portes seront ouvertes, si on va avoir une croissance dans le nationalisme. Donc, il faut qu'on travaille comme une société pétrolière sur ces 3 possibilités. Qu'est-ce qu'on va faire si les portes restent ouvertes? Qu'est-ce qu'on va faire si les consommateurs ne confient plus dans le système mondial? Qu'est-ce qu'on va faire si tout le pays décide d'adopter une position nationaliste contre aux sociétés étrangères? Donc, c'est un exercice très utile pour penser à la stratégie. Donc, par exemple, j'ai essayé de faire des scénarios pour vous au Maroc. Donc, en ce moment, le Maroc a un plan de bas carbone jusqu'à 2050. Qu'est-ce qui se passe si le gouvernement décide d'accélérer et dire non, on veut atteindre ces objectifs jusqu'à 2035, 15 ans plus tôt? Je crois qu'il y a un nouvel port qui va abrir à Nador. Qu'est-ce qui se passe si ça se développe beaucoup plus vite que pensé? Qu'est-ce qui se passe si il y a une découverte d'un gisement pétrolier au large de la côte marocaine? Donc, si ce genre de choses se produisent, comment est-ce que vous allez vous préparer? Ou ça peut être, où sont les nouvelles opportunités pour un PME digital dans l'économie verte, dans le logistique, dans la production pétrolière, qui peut-être n'existe pas localement parce que ces développements étaient imprévus. Donc, c'est utile de penser dans ces manières au moment de formulation stratégique. Donc, la dernière partie de ce que je voulais dire avant de voir vos questions est de vous présenter des outils pratiques, c'est-à-dire après avoir révisé la mission, vision et les valeurs, après avoir évalué le marché externe, après avoir vu l'industrie et les concurrents et les fournisseurs, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations pour avoir un plan stratégique? Donc, la première, et c'est très utile pour ceux qui pensent monter une entreprise, c'est-à-dire si vous êtes en train de démarrer ou d'écrire un projet, c'est la maîtrise d'affaires qui en anglais s'appelle Business Model Canvas. Et c'est un outil, c'est tout ça, c'est une page tout simple pour résumer tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, lorsqu'on pense au modèle de l'entreprise, qui sont les partenaires clés, les activités clés, les ressources qu'il faut avoir, proposition de valeur, les relations que vous voulez avoir avec les clients, les canaux auxquels vous allez vendre, et en bas, le modèle financier, quels sont les coûts et d'où viennent les revenus.
On peut trouver ce cadre en PowerPoint ou PDF sur Internet facilement. Mais parfois, quand je travaille avec les entrepreneurs et ils me disent, par exemple, oh, on est prêt pour démarrer sur le marché, normalement, je leur demande de faire ce modèle pour moi. Et si ce n'est pas rempli à la fin, on a encore un peu de travail à faire avant de démarrer l'entreprise. Donc, si vous n'avez pas encore démarré et c'est un projet que vous avez en tête, c'est un bon pas à faire avant de commencer pour savoir, oui, j'ai déjà pensé à toutes les parties nécessaires de monter l'entreprise. Le deuxième, c'est un livre fameux qui s'appelle Jouer pour gagner. C'est une stratégie assez simple à écrire. Et donc, ce sont des réponses à 5 questions importantes. Donc, en bleu, vous pouvez voir les questions importantes qui sont dans le livre. L'aspiration gagnante, où jouerons-nous? C'est-à-dire, où est-ce qu'on va dire oui et où est-ce qu'on va dire non? Quand j'écris une stratégie avec un client, je leur pose la question toujours, qu'est-ce que c'est que vous n'allez pas faire? C'est-à-dire, toute stratégie doit avoir une zone où on va dire non, c'est pas notre aspiration, ou dans le langage de ce livre, on va pas jouer là. On va jouer que dans notre coin où on pense qu'on peut gagner. Comment on va gagner? Quelles sont les capacités qu'on doit avoir afin de gagner? Et à la fin, quels sont les systèmes de gestion? Et là, on pense à la capitale humaine, aux opérations de l'entreprise, etc. Et donc, vous pouvez voir quelques réponses à droite des questions sur l'écran. Lorsqu'ils ont travaillé avec une société à Chicago, et je crois, ouais, c'était une entreprise de nettoyage des bureaux, ils voulaient être la plus importante. Ils voulaient avoir des bons contrats pour plein de bureaux, pour avoir activité continue sans problème. Ils voulaient servir les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire ils n'allaient pas travailler avec les grandes sociétés de la ville. Ils voulaient se différencier par l'excellence de service. Donc, ils n'allaient pas compétir sur les prix. Ils voulaient avoir excellence en service. Donc, ils ont choisi quelle partie du marché ils voulaient traiter. Et puis, la logistique, rémunération, gestion, relations clients, etc. Tout ce qu'il faut faire pour réaliser la réponse aux questions qui venaient avant. Donc, tout ça, c'est une formule très facile pour arriver à avoir une stratégie pour continuer cette affaire. Le troisième outil que je vais vous montrer, c'est le tableau de bord équilibré. C'est un outil depuis, je crois que cela a été publié la première fois vers l'année 90. Il y a beaucoup de sociétés qui utilisent ce genre d'outils pour leur stratégie parce qu'il faut aligner toutes les activités sur la vision et sur les ressources de l'entreprise. Ça nous aide à prendre des décisions qui sont intentionnelles, énormément meilleures. Tout le monde sait qui est responsable pour quoi et les communications normalement sont plutôt claires. Donc, ça fonctionne ainsi. Pour toutes les entreprises, on voit 4 facteurs: les finances, les clients, les processus internes et l'apprentissage et croissance interne, c'est-à-dire les gens, l'équipe qui travaille à l'entreprise. Pour chaque partie du tableau, il faut avoir des objectifs, des indicateurs, un cible et quelqu'un qui est responsable. Et donc, tous les mois, ou tous les quartiers, ou 2 fois par an, on voit les indicateurs
les indicateurs, voir les résultats actuels et voir quel est l'écart. Et puis, on peut orienter les ressources et l'action de l'entreprise pour dire, bon, ici, on est bon. Mais nous avons des problèmes dans un autre secteur, donc on va investir un peu plus là pendant l'année. On dit équilibré parce qu'on ne peut pas dire nous allons acheter un logiciel qui coûte 2 millions de dollars si on n'a pas 2 millions de dollars. C'est-à-dire la partie des finances balance l'investissement dans le logiciel qui serait partie des processus internes. Et donc, nous avons équilibration entre les parties de l'entreprise qui normalement aide la performance à long terme. Donc, on met toujours au milieu la vision et la mission de l'entreprise et puis on commence à faire des objectifs pour finance, processus, client, apprentissage. Normalement, avec les clients, on écrit 4 ou 5 objectifs importants et puis, on met les indicateurs, ça peut être 1 à 4 pour chaque objectif euh, qui indique que l'entreprise réussit à réaliser ses plans et ce qu'il veut faire dans le monde. Lorsqu'on parle des objectifs, une leçon qui est bonne pour tout le monde, bien sûr, c'est un résultat qu'une organisation cherche à atteindre dans un temps précis, c'est normal. On veut que les objectifs soient aspirationnels, mais pas impossibles. C'est-à-dire que si c'est tellement grand comme vision qu'une personne ne croit qu'il est possible de réaliser ces objectifs, ça ne fonctionne pas comme un outil de motivation. Il y a un acronyme en anglais qui est SMART pour la nature des objectifs. Voici, on a la définition en français, c'est-à-dire il faut que les objectifs soient actionnables, alignés, simples, possibles mais aspirationnels et mesurables. On fait ça, par exemple, au cabinet avec mes équipes. Je fais ça, ce genre d'objectif avec tout le monde tous les 6 mois. Je leur pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans les prochains 6 mois? On écrit des objectifs qui doivent satisfaire ces critères et puis ils commencent à travailler. Et donc, c'est toujours c'est bon pour tout le monde, comme personne, comme entreprise, de voir comment on peut faire de bons objectifs pour que, en fait, on réalise plus de travail et normalement, il y a plus de réussite, quoi. Dernièrement, lorsqu'on a écrit, on a fait toutes les analyses des marchés, on a décidé soit sur la maîtrise d'affaires, jouer pour gagner ou en tableau de bord équilibré. On a écrit le plan, on a les objectifs, on a choisi les indicateurs, on a les données pour suivre. Donc, en ce moment-là, il faut commencer l'implémentation de la stratégie. Il y a quelques facteurs dans l'organisation qui normalement accélèrent une implémentation réussie. Et donc, d'abord, c'est le flux d'informations. Est-ce que tout le monde sait ce dont ils ont besoin de savoir? On voit parfois dans nos sociétés, dans les grandes sociétés, que les infos ne sont pas partagées partout. Parfois, dans les PME, on voit que c'est le fondateur qui sait tout, mais les informations n'arrivent pas à l'équipe. Donc, on doit assurer que tout le monde ait accès aux informations nécessaires. Les droits de décision. Si les gens ne sont pas sûrs des décisions qu'ils peuvent prendre tout seuls, normalement, l'implémentation est lente. Donc, il faut avoir des clairs droits de décision qui peut décider. Parfois, c'est par la quantité d'argent ou l'importance de décision, mais il faut aligner très clair qui a le droit de décider.
La motivation et les récompenses, c'est fascinant. Chaque fois, on voit des sociétés ou des PME qui lancent de nouvelles stratégies, mais ils ne changent pas le système de récompense pour les employés. Et donc, par exemple, quand je travaillais à Chicago il y a déjà des décennies, un jour, c'était la fin de mois, et le vice-président de vente est arrivé dans mon bureau et il m'a dit, Jeff, il faut que tu vendes 1 million de dollars dans les prochains 4 jours. Et j'ai dit, bon, d'accord. Donc, j'ai commencé à appeler tous mes clients et on avait des produits qu'il fallait remplir tous les mois. Et donc, j'ai dit, bon, je vais vendre ces produits avec une réduction de prix. Donc, j'ai vendu 1 million de dollars. 2 semaines après, le même monsieur arrive à mon bureau et me dit, bon, les ventes sont bonnes, mais le profit a baissé un peu le mois dernier. Et je dis, bon, ben, la motivation, c'était de vendre, pas de maintenir le profit. Bon, pas de problème. Chaque fois qu'on change de stratégie ou on est en train d'établir un nouveau processus ou commencer un projet, il faut réfléchir, est-ce que les gens qui vont réaliser le projet vont en profiter aussi? Euh, pour que la motivation et les objectifs et tout soit clair, que la réussite du projet est la réussite de tout le monde. Et dernièrement, la culture et la structure de l'entreprise. Parfois, comme j'ai dit, nous sommes un centre de assurance et normalement, les gens qui travaillent dans le secteur d'assurance, ils s'intéressent à éviter les risques. C'est une chose culturelle de l'industrie. Ils sont là pour éviter les risques. Et donc, une entreprise ici a dit à l'équipe il y a 2 ans, on veut se risquer. Et l'équipe a dit que non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas qui nous sommes. Et donc, ils ont dû établir une petite équipe spécialisée dans la société pour l'innovation, parce que sinon, toute la société n'allait pas participer dans ce genre d'exercice parce que ce n'était pas qui ils sont, quoi. Donc, lorsqu'on parle des fondements de stratégie aujourd'hui, on a commencé avec la grande vision, le pourquoi de l'entreprise, quelle est la valeur qu'on veut agréger au client. Après, on évalue le marché externe, non, interne, qui sommes-nous, où sont nos capacités, quelles sont nos ressources, qu'est-ce qu'on fait bien. Après, là, le marché externe, avec intention, systématiquement, on va voir les facteurs de l'économie et de l'industrie dans laquelle on veut participer. Et puis, on prend ces informations dans un de ces outils pour organiser les infos, pour développer les objectifs de ce qu'on veut faire. Et puis, au moment de l'implémentation, il faut assurer que tout le monde est très clair sur les informations, les droits et responsabilités qu'ils ont, comment ils vont réussir si la société réussit à du succès, et puis cultiver de la vision et mission jusqu'à la fin de la culture de l'organisation et qui on veut devenir et être à l'avenir. Là, je vais arrêter avec la partie des fondements et je vais voir s'il y a des questions ou commentaires que vous voulez faire. Donc, allons voir. Et donc, Sana, la seule question est en arabe. Donc, je ne sais pas ce qu'il dit. Je vais abrir le chat. Merci Jeff pour ta présentation. Effectivement, donc j'invite les gens qui ont des questions à les mettre dans la, dans la box Q&A.
Alors, la question qui est posée, elle concerne un ancien programme qu'a lancé la DD. Je vais répondre. Donc, alors, alors Donc, si vous vous Nassim, quelle référez, est oui, votre question? Ouais. oui, si vous vous référez au programme qui a été lancé sur la plateforme Qawla Rqmiya, il a été clôturé. Et s'il y a d'autres programmes, nous allons bien évidemment communiquer sur. Donc, je vous invite à mettre vos questions si vous en avez. Ceux qui demandent la présentation, l'enregistrement sera publié sur la chaîne YouTube de la DD et la plateforme Qawla Raqmiya. I think everything was crystal clear. C'est bon, c'est bon. Bon, s'il n'y a pas de questions sur la présentation d'aujourd'hui, le prochain webinaire, on va aborder un peu plus profond le marketing numérique. Est-ce que si vous avez des choses ou des thématiques que vous voulez ou que vous aimeriez voir, vous pouvez noter ici sur le chat et je vais travailler là-dessus pendant le week-end pour préparer la semaine prochaine. Donc, Okay, we have two questions, if you may, OK. Jeff. Who's the writer of Jouer et Gagner? Okay, I can find that out. Okay. And the second one, how to adapt the process to small SMEs, small enterprises, small businesses. Okay. So I've got the link to the book. So I'm going to put that in. Voilà. Donc, adapter le processus aux petites entreprises. En fait, je fais la même chose avec tout le monde. Ce qui est différent parfois, c'est la vélocité parce que les PME n'ont pas les mêmes ressources qu'une grande société. Ouais, voilà. Email. Mais le processus est le même, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le marché, savoir ce qu'on veut faire. Je vais voir si... Je ne sais pas qui parle là. Je ne sais pas qui parle, donc j'allais... Donc, je vais voir si... Personnage, je ne sais pas si vous pouvez... Voilà. Donc, je retourne aux questions. Donc, j'allais prendre au adapté. Donc, avec les petites entreprises, je fais pratiquement le même processus. On arrive à des réponses différentes, c'est-à-dire lorsqu'on met les objectifs, c'était et il faut faire les mêmes choses, c'est-à-dire il faut comprendre ce qu'on va faire et comment on va entrer, où est-ce qu'on peut agréer de la valeur. Parfois, ce que je vois avec les PME, même principalement les nouveaux, c'est-à-dire que les entrepreneurs possèdent une idée, une passion, ils veulent faire, mais parfois, ils ne veulent pas faire tous ces pas que je viens de décrire parce qu'ils disent non, mais ça prend du temps. Mais au moins aux États-Unis, on voit que je pense que c'est 80% des PME n'existent pas après le deuxième an.
Et normalement, je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas fait les devoirs d'étudier le marché avec un dessin intentionnel avant de commencer. Et donc, c'est pour ça que le processus, pour moi, c'est pratiquement la même chose. Si je travaille avec une grande société ou avec un PME, on fait le même processus pour arriver à la même compréhension approfondie de ce qui se passe dans le monde avant d'investir l'argent. Donc, les tendances du marketing digital dans les prochaines années, ça, on va discuter la semaine prochaine. Euh, Y a-t-il des exemples concrets de succès dans le domaine des prestations digitales que vous pourrez partager? Tout à fait. Lorsque je pense à PME, ce qui est intéressant, c'est parfois, bon, toujours les sociétés qu'on reconnaît, que tout le monde reconnaît aujourd'hui, ont commencé comme un PME. Ici, localement, dans l'Iowa, ce que je vois, les PME numériques, les petits qui sont nouveaux, il y a deux plateformes de paiement pour les ventes sur Internet qui ont du succès. Il y a innovation pour l'apprentissage pour les enfants qui veulent travailler dans le monde numérique. Il y a une académie toute petite qui a commencé sur le parti digital. La semaine prochaine, donc, je vais préparer des exemples des PME qui sont plus récents. Parce que quand je pense aux PME digitales, par exemple, Skype a commencé en Estonie, c'était une toute petite plateforme et maintenant c'est mondial. Khadija, j'aurai des exemples. Lorsqu'on parle des marketing la semaine prochaine, j'aurai plus d'exemples à partager avec vous et peut-être des modèles lorsqu'on pense aux canaux de marketing et comment ça peut travailler. Pour les PME digitales orientées vers le marché international, oui, c'est la même logique. C'est un peu plus compliqué parce que lorsqu'on pense au pastel, ça change pour chaque pays ou chaque marché. Si on veut, par exemple, du Maroc, on veut travailler vers l'Union européenne, le marché est commun, donc ça peut être un peu plus simple comparé si tu me dis on veut travailler avec les États-Unis, le Brésil et l'Argentine, qui sont trois marchés très différents. Mais il faut faire plus ou moins les mêmes études. Et parfois, le résultat de ces études est de choisir, non, on va d'abord travailler en Argentine, après Brésil, après les États-Unis, parce qu'en ce moment, le marché argentin est plus dynamique, il y a plus d'opportunités. Donc, comme on a des ressources limitées, on va en priorité, on va commencer où c'est plus facile, où c'est plus rapide, etc. Donc, ouais, on suit plus ou moins la même logique. Principalement sur la partie juridique, est-ce que c'est plus difficile d'avoir une entreprise là-bas? Est-ce qu'il faut avoir, par exemple, pendant des années pour travailler en Chine, il fallait avoir un agent enregistré qui était un agent du gouvernement. Donc, c'était un peu plus compliqué de travailler là-bas. Donc, la logique d'évaluer les marchés internationaux, je crois que c'est un peu plus la même. Donc encore, bon, plus exemple, possibilité de financement proposée pour les gens futurs entrepreneurs. C'est une question intéressante et je vois normalement lorsqu'on travaille avec les entrepreneurs à l'étranger, il y a le gouvernement, les fondations, les universités et parfois les autres entreprises, les grandes qui financent les PME comme centre d'innovation. Et donc, professeur Benibi, on pourrait voir les modèles qu'on utilise ici pour les jeunes entrepreneurs. Donc, par exemple, nous avons une conférence d'ici, je crois que c'est d'ici 2 mois, où les jeunes peuvent proposer leurs idées d'entreprise. Il y a des fondations qui leur donnent $10 000 pour démarrer.
et je crois qu'il y a une partie de leurs profits qui réinvestissent pour l'année suivante. Donc, on pourrait discuter quels sont ce genre de modèles pour les jeunes, mais normalement, je vois dans presque tous les marchés où on travaille, ce sont les quatre puits les plus importantes. Gouvernement, fondation, les universités et puis les autres universités ou les sociétés qui donnent un peu d'argent pour que les jeunes puissent démarrer les idées de temps en temps. La bureaucratie qui est slow bureaucracy and outdated legislation, c'est un problème partout. Et si j'avais la réponse, je serais un homme beaucoup plus riche que je suis en ce moment. Malheureusement, c'est difficile d'éviter en fait. Je vois parfois, et je pense que c'était en Europe, où des jeunes entrepreneurs ont décidé d'établir leur société dans un autre pays, dans le marché commun, mais ce n'est pas quelque chose tout à fait évident pour le Maroc. Donc, je vais réfléchir et voir si je peux avoir une réponse concrète la semaine prochaine. Stratégie de vente, ça fait partie du marketing. La semaine prochaine, je vais parler des canaux et des ventes parce que ça fait partie plutôt de marketing numérique que de stratégie. Bon, il y a une connexion, mais voilà. Donc, selon vous, comment les PME traditionnelles peuvent se pivoter vers le numérique? Donc, Hamza, normalement, ce qui se passe, je vois l'évolution dans la partie du marketing, on va parler la semaine prochaine, parce que traditionnel, bon, il y a deux choses qui passent. On a une entreprise traditionnelle qui décide d'ouvrir des canaux numériques, soit il y a deux sociétés ici, au moins l'année dernière, qui avaient des magasins en centre-ville où ils vendaient leurs produits. Et ils ont décidé d'arrêter les canaux physiques pour ne vendre que par l'Internet. C'était enfin pour réduire les coûts, comme vous avez noté, et pour avoir un marché plus régional au lieu de local. Ce qui se passe au centre-ville aux États-Unis, dans beaucoup de villes en ce moment, c'est comme les gens, une partie travaille encore à la maison, on ne voit pas le marché de rue. Et donc, les magasins, ils disent, bah, personne ne vient travailler, et donc ils ne passent pas dans le magasin pour acheter les produits. Et donc, on voit les PME qui ont fait ce changement pour distribuer leurs produits dans le monde virtuel au lieu du monde réel. Euh, euh, le risque en ce moment-là, il perd un peu. Donc, il y a une société qui fabrique des sauces pour les pâtes, des sauces italiennes et louisianes. Et donc, ils ont décidé de maintenir une présence traditionnelle dans les marchés le samedi, où les fermiers arrivent pour vendre leurs produits, mais le reste de la semaine, ils se disent non, on ne va pas maintenir le magasin parce que ça ne vaut pas la peine, on va vendre que par numérique. Peut-on avoir les conseils sur le calcul du ROI? Oui, je peux le préparer, je vais noter et voir. Je crois que j'ai quelque part une feuille Excel que je pourrais envoyer où on met pour l'entreprise tous les coûts, les revenus prévus et les résultats financiers. Donc, déjà. Donc, la feuille AOI, exemple, vente. Ouais, Khadija, c'est plus facile de vous envoyer une feuille que d'expliquer tous les facteurs qu'on a mis là-dedans, mais on l'utilise avec les entrepreneurs et les étudiants ici. Au moment de formuler les entreprises, ils peuvent déjà mettre tous les chiffres là-dedans pour voir si ça vaut la peine ou pas. Donc, je peux partager ça avec vous.
Donc, je crois que c'est toutes les questions. Le seul pour lequel j'ai pas de réponse, c'est les lois marocaines. Ça, c'est difficile de donner des conseils concrets pour ça. Et professeur, on peut voir les modèles de financement. Et je crois que la semaine prochaine et d'ici 2 semaines, on va commencer à 3 heures de l'après-midi, heure locale, pour expertise qui a demandé à quelle heure. On va commencer à 3 heures la semaine prochaine et la semaine suivante pour parler de technologie et intelligence artificielle. D'accord, d'accord. Bon, j'ai noté, j'ai déjà écrit les questions aux demandes auxquelles je vais répondre la semaine prochaine. Euh, ok, d'accord. Dernière question. Pensez-vous que les structures de campagne... D'accord. Pensez-vous que les structures peuvent être la raison optimale pour aider les porteurs de projets à obtenir Hamza, c'est une question intéressante. Je vais penser. Normalement, je pense que oui, parce que je vois souvent que c'est la culture et la structure qui déterminent le succès et comment ils vont faire euh, leur projet, comment ils vont réaliser. Donc, je vais penser un peu plus parce qu'on n'a que quelques minutes encore sur cet atelier. Et Fatima, disruption, tout à fait, on va parler de ça. Anas, quels sont les principaux obstacles et les opportunités auxquelles font face les PME numériques marocaines? Ah, c'est une question intéressante. C'est presque une question pour les autres sur l'appel. Euh, mais je vais parler plutôt la semaine prochaine opportunité. Je crois, dans les projets que j'ai faits en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, en Ouganda et au Kenya, et en Kenya, dans tous les cas, les entrepreneurs voient des trous dans le système national. C'est-à-dire, euh, on a le gouvernement, on a le secteur privé, et il y a une tranche normalement où il y a des nécessités pour l'entrepreneur. Et donc, comment on peut faire pour s'adresser à ces nécessités qui ne sont pas satisfaites ni par l'un secteur ni par l'autre? Donc, lorsqu'on pense sur la compétitivité du marché national, souvent, il y a des chemins qu'on peut suivre là-dedans. Donc, Anna, je vais voir ça la semaine dernière. Est-ce qu'on peut voir la présentation par email? Merci d'avant. Oui, ça va être disponible. Après, je crois, le vidéo et aussi la présentation. D'accord. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a encore une? Sinon, je pense que, bon, la semaine prochaine, lorsqu'on parle de marketing numérique, je vais répondre à ces questions et ces demandes d'exemples, principalement parce que lorsqu'on parle de vente, communication numérique, le modèle de marketing, tout ça, j'allais déjà aborder la semaine prochaine. Et je veux avoir bon, je peux parler de mémoire, mais j'aimerais bien avoir des exemples préparés pour que vous puissiez utiliser ces modèles. Euh, et comme ça, Sana, je crois que c'est presque tout pour aujourd'hui. Oui, oui. Donc, si on n'a plus de questions, je vous remercie à toutes et à tous pour votre présence, votre engagement tout au long de cette session et j'espère que cette discussion vous a apporté voilà, des enseignements essentiels. Merci encore à Jeff pour le temps, pour l'expertise et pour les conseils. Et voilà, donc ce webinaire n'était que le début. Nous vous invitons à nous rejoindre les 2 sessions à venir
restez connectés et préparez aussi vos questions. Donc, ça va être toujours à 15 heures. Donc, pour ceux qui se disent c'est à quelle heure, donc c'est toujours à 15 heures. Et voilà. Donc, merci encore à notre partenaire, l'ambassade des États-Unis, pour son soutien à cette initiative. Merci beaucoup. See you next week. See you next week.